Bonsoir, nous sommes le jeudi 25 septembre 2014, il est 20 heures passées, et je vais vous parler de l'échec du réformisme dans le domaine des études ésotériques et des sciences ésotériques, si on peut. Qu'il s'agisse de l'astrologie, qu'il s'agisse du tarot, qu'il s'agisse des centuries de Nostradamus, on se heurte dans tous les cas à une sorte d'inertie et de résistance qui fait que le discours classique, comme on emploie souvent chez les historiens, perdure et persiste indéfiniment. Le cas des Télas, sur lequel je travaille depuis quelque temps et qui m'a déjà donné l'occasion de prendre la parole sur ce sujet, est emblématique. Quand on lit les historiens du tarot, et notamment les historiens britanniques ou anglo-saxons, ils constatent que Télas ne respecte pas la tradition classique, ce qui est d'ailleurs le propos même des Télas, de la reconstituer, de la restructurer et de la restaurer. Et il constate aussi, de cette façon, que son propos n'est pas suivi. C'est-à-dire qu'il est marginalisé. Et effectivement, les travaux des Télas sont connus, sont signalés, mais ils sont immédiatement marginalisés comme étant, je dirais, déviants, en quelque sorte, par rapport à ce qu'on appelle la tradition classique. Expression que je retrouve régulièrement. Et si on prend un panorama plus vaste, qui engloberait, comme je l'ai dit, l'astrologie notamment, eh bien, force est de constater que toutes les tentatives de restauration, de réforme de l'astrologie, je dirais presque depuis 1000 ans, depuis l'époque d'Albert Mazar, avec sa théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, à la fin du 9e siècle, toutes ces tentatives, celles de Kepler et celles de bien d'autres que l'on pourrait citer, au XXe siècle notamment, ont fait long feu, ont été vaines. Et si je prends la période plus récente des 50 dernières années, on peut observer très nettement un regain d'une tradition classique sur les tentatives qui avaient été relativement avancées et prometteuses des années 1930, 1960, 70. Donc il y a un recul, il y a un recul, il y a une résistance. Et on en revient toujours à une tradition classique qui s'appuie sur une histoire, une longue durée de l'histoire. Mais une durée qui est en quelque sorte statique, mais qui parvient à s'inscrire et à continuer à s'inscrire à travers les siècles avec les mêmes schémas. Par exemple, un cas intéressant, c'est le zodiaque. Toute tentative de réforme du zodiaque, par exemple, elle peut paraître complètement vaine. Je ne parle pas des astronomes qui n'en ont que faire et qui peuvent très bien perpétuer des façons de faire pour notamment qualifier et baptiser les constellations. Mais même pour ceux pour qui le zodiaque a une signification plus directe, plus immédiate, plus globale, eh bien, on en revient toujours au même schéma. C'est-à-dire que il y a un formalisme, il y a une rigidité qui est de mise et qui est de rigueur, je dirais. C'est le cas de le dire. Alors, on pourrait évidemment s'interroger sur les raisons de cette
résistance, d'autant plus qu'elle n'est pas attestée dans d'autres domaines. Et notamment dans le domaine de la science, notamment dans le domaine de l'art, de la musique, des arts plastiques, où là les choses bougent, et même bougent très, très fort. A contrario, dans le domaine de l'ésotérisme, pour employer cette expression globale, eh bien, les tentatives, je pense aux tentatives donc d'Etela ou d'autres, de modifier l'arrangement, l'ordre des cartes, l'ordre des feuillets, l'ordre des arcanes, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec, sont vouées à la marginalité. Pourquoi? That is the question. C'est vrai aussi pour les historiens. L'histoire des sciences ésotériques également, d'ailleurs c'est lié quelque part, mais parce que ce sont souvent les historiens qui portent ce genre de jugement, qui vont dire oui, il y a eu des tentatives d'explication, mais qui n'ont pas été suivies, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas eu d'effet, etc. Là, on n'est plus en train de parler des praticiens, on parle aussi des gens qui sont des historiens qui tiennent un discours sur des représentations traditionnelles, à propos des représentations traditionnelles de tel et tel domaine. Que ce soit les centuries, que ce soit l'astrologie, que ce soit le zodiaque, que ce soit le tarot. Et on pourrait en dire de même peut-être au niveau des langues, qui également sont des entités extrêmement cristallisées jusqu'à un certain point, en dépit de quelques éléments. Même au niveau orthographique, il est très difficile de modifier l'orthographe d'une langue, voire même son alphabet d'ailleurs, ça s'est produit, mais c'est pas évident. Même Israël n'a pas été capable de modifier son alphabet. Pourtant, c'était une langue qui renaissait. On dirait que les Grecs aussi n'ont pas réussi à modifier leur alphabet. Alors que là aussi, c'était une langue qui renaissait. Donc il y a une sorte de conservatisme frileux qui garantit un certain consensus. Alors il y a un consensus qui ne peut se réaliser qu'autour d'une tradition classique immuable et pérenne et séculaire. Ce qui caractérise à l'inverse le domaine de la recherche scientifique, c'est que l'on peut constituer des nouveaux consensus, ce qui peut paraître en effet assez paradoxal et assez chimérique, mais oui, on peut constituer de nouveaux consensus qui se forment progressivement, bien évidemment. Tout le monde n'a pas été d'accord avec Galilée, tout le monde n'a pas été d'accord avec Copernic, tout le monde n'a pas été immédiatement d'accord avec Newton ou avec Einstein. On connaît les polémiques, on connaît les résistances des uns et des autres, mais malgré tout, il y a des évolutions, et des évolutions qui se définissent consensuellement au bout du compte. On se met finalement d'accord, non pas d'accord sur le passé, mais d'accord sur le présent et d'accord sur l'avenir. Donc c'est un dysfonctionnement de la cité qui serait, selon moi, à l'origine de cette difficulté à accepter les réformes dans les représentations, notamment iconographiques, dans la question que pose tout à fait pertinemment Etela, dans la suite du cours de Gébelin, puisque ses premiers livres sur les tarots paraissent juste au lendemain du volume 8 du Monde primitif, comme beaucoup d'historiens l'ont remarqué, je ne suis pas le premier à le signaler. C'est en découvrant l'ouvrage de Gébelin que Etela abandonne plus ou moins, enfin en tout cas, met un peu de côté son travail sur le jeu de piquet, sur les cartes normales, sur les 32 cartes normales, si on peut dire, et bascule vers les 78 lames du tarot.
Mais il a appris aussi chez Cour de Géblin qu'il y avait des choses qui auraient pu ne pas être transmises correctement. Alors là, on tombe dans le problème de la transmission et des aléas de la transmission, et c'est justement là qu'il y a une résistance. On veut nous laisser croire que ce qu'est devenu un savoir, ce n'est jamais que le retour de ce savoir à sa formulation originelle. Donc même s'il y a eu quelque part, voilà, donc là, on revient au point de départ, le point de départ étant censé être identique à ce que l'on sait aujourd'hui. Et entre les deux, il y aura peut-être eu quelques vacillations, quelques mouvements, mais finalement, ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment correspondant au point de départ. Et pour Nostradamus, c'est pareil. On nous produit des fausses éditions qui, comme par hasard, antidatées, et qui, comme par hasard, correspondent aux éditions les plus tardives. Pour nous montrer que, bon, il n'y a pas eu de changement. Voilà. Donc il y a des tas de stratégies, de stratagèmes visant à conforter, à consolider, à établir de façon permanente et constante et définitive ces savoirs, de façon à pouvoir passer à la pratique. Parce qu'il semble que là aussi, il y a cette difficulté. Le praticien a besoin que des savoirs soient établis, parce que de toute façon, ça n'est pas très important, puisque, en tant que praticien, il va avoir des phénomènes, des problématiques d'ajustement, des problématiques de communication, qui font que de toute façon, il va prendre en compte les éléments du terrain, et il va faire une sorte de salade avec tout ça, et finalement, le matériau initial de la tradition n'est pas si important que cela. Il va l'instrumentaliser. Nous assistons à une instrumentalisation par les praticiens de ces savoirs ésotériques, c'est-à-dire qu'en fin de compte, savoir ésotérique, on en fait ce qu'on veut, puisque c'est ça le principe même de l'instrumentalisation. C'est de ne pas tenir compte de ce que le savoir ou l'objet en lui-même est, mais de ce qu'on veut en faire, et de ce à quoi on le destine. Bon. Maintenant, concernant la légitimité ou la justesse des propositions d'Été-là à propos de la restitution, la restauration d'un ordre, en fin de compte, Été-là, il s'adresse surtout à l'ordre des... Il appelle ça la galerie, c'est amusant, c'est une expression. La série, il appelle ça une galerie à l'époque. La galerie des hiéroglyphes, la galerie des arcanes, il faut corriger son agencement. Et il propose des changements. Il dit par exemple que les 4 vertus cardinales devraient normalement se retrouver à la suite les unes des autres. Et il explique un peu dans le livre 2, dans le cahier numéro 2, de sa manière de se recréer avec le jeu de cartes nommé Tarot. Il explique comment les interpolations ont pu se produire. Il fait des hypothèses là-dessus, parce que quand on met en évidence des modifications et des corruptions, il faut essayer d'expliquer comment, par quel processus ces modifications, ces corruptions ont pu se produire. C'est à mon avis un peu la règle du jeu. Donc je dois reconnaître que je m'identifie assez bien à Été-là, même si le domaine du tarot, en tant qu'historien m'intéresse, mais en tant qu'ayant une valeur en soi, et une valeur pratique en soi, ça me laisse assez indifférent. Mais dans le domaine de l'astrologie, il n'en est pas du tout de même, évidemment. Dans le domaine de l'astrologie, les enjeux sont autrement plus importants, selon moi, que dans le domaine du tarot. Parce que dans le domaine de l'astrologie, il s'agit véritablement d'une anthropologie, il s'agit véritablement d'une programmation que l'humanité s'est octroyée à elle-même, dans laquelle elle s'est inscrite. Alors que dans le cas du tarot, même un tarologue ne va pas dire que les cartes agissent à notre insu, ou sans que nous le sachions. Donc c'est distinct complètement de l'astrologie, où effectivement on dit les astres agissent sans que nous le sachions. Même
Peut-être que nos ancêtres l'ont voulu, mais nous, en tout cas, on ne le sait pas. On ne les voit pas. Donc, on est beaucoup plus dans le visuel avec le tarot, et on est beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup de subconscient avec l'astrologie. Mais cela dit, n'est-ce pas, l'historien, et je terminerai là-dessus, l'historien de ces savoirs doit mettre en évidence cet échec. C'est comme ça qu'on doit écrire l'histoire de l'astrologie, de l'ésotérisme contemporain, à savoir les tentatives de transformation, de correction, de réforme qui avortent. Et il faut expliquer comment les réformes se produisent et comment elles sont avortées, marginalisées, et comment finalement, bon, voilà, cette espèce de dialectique entre la réforme et le retour à une tradition classique qui peut éventuellement être resuivie d'une nouvelle réforme, à mon avis, c'est comme cela qu'il faut écrire l'histoire de l'ésotérisme en 2014.